Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Vous êtes bien sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois en direct à 14h15. Il est 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous pensons que nous n'avons pas d'autre choix que de s'informer et d'agir, et c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. La radioactivité peut soigner, mais la radioactivité peut tuer. Elle peut vous tuer rapidement si vous êtes victime d'une explosion atomique, d'une bombe. Elle peut vous tuer plus ou moins lentement, à petite dose, si vous habitez un territoire contaminé après une catastrophe nucléaire, si vous habitez à côté d'un réacteur nucléaire ou si vous habitez à côté d'un centre de stockage de déchets ou d'une mine d'uranium. Mais qui décide de ce qui peut vous tuer ou vous soigner, de ce qui va constituer une dose acceptable? Ça, c'est une décision humaine. Quand une matière émet de la radioactivité, on peut la mesurer. L'unité, c'est le becquerel. C'est une mesure scientifique, quantifiable. Quand on tente de mesurer scientifiquement les effets de la radioactivité sur un être vivant, là, ça se complique. L'unité de valeur est alors le sievert. Le sievert est calculé en intégrant des pondérations diverses, le type de rayonnement, le type d'organe ou de tissu atteint. La formule de calcul est incompréhensible aux néophytes. J'ai essayé, je vous assure. La quantité de sievert dite acceptable, avec des effets sur notre santé dits acceptables, est de 1 millisievert par an en France, applicable aux nourrissons ou aux rugbyman de la même façon. Elle est de 20 millisieverts par an pour les travailleurs du nucléaire, mais la norme dite acceptable est fluctuante. Elle est à 5 millisieverts par an pour les populations juste après Tchernobyl, où on les a autorisées à vivre dans les territoires contaminés, et elle est de 20 millisieverts par an dans le cas de Fukushima. La norme est une règle établie par des gens, des personnes, des êtres humains, au sein d'associations, d'institutions chargées de radioprotection, censées nous protéger contre la mort et la maladie due à la radioactivité. Alors pour comprendre comment ces normes, ces règles ont été établies et ont fluctué au cours du temps, il faut se replonger dans l'histoire de la radioactivité depuis sa découverte. Oui, rien que ça. Fin octobre, on avait proposé une conférence à l'école Sciences Politiques à Aix sur ce thème, comment s'est imposée la culture d'une radioprotection tolérable. Notre invité était Yves Lenoy, qui est physicien et auteur d'un ouvrage passionnant qu'on vous recommande ici, la comédie atomique, l'histoire occultée des dangers des radiations. Nous allons aujourd'hui vous passer des extraits de cette conférence et on s'excuse par avance auprès d'Yves Lenoy pour le découpage intempestif de sa conférence. Vous retrouverez l'intégralité de cette conférence, plus d'1 heure, prochainement sur la chaîne YouTube du collectif antinucléaire 13. Bien, c'est à la fin du 19e siècle que commence notre histoire. Les rayons X sont découverts fin 1895. En 1896, Henri Becquerel, on a vu son nom pour la mesure de la matière, de la radioactivité de la matière. Henri Becquerel observe un phénomène d'hyperphosphorescence qu'il appelle radioactivité. Et en 1898, Pierre et Marie Curie découvrent le polonium et le radium. Alors on observe assez vite des effets néfastes dus à l'exposition aux rayons X et au radium et même des décès. Mais on ignore tout ça superbement et les bénéfices supposés du radium et des rayons X sont largement mis en avant. Le radium exerce alors une véritable fascination. On est en 1921, écoutez.
Alors on va faire un grand saut, parce qu'il se trouve que pendant environ 25 ans, on a développé les utilisations du radium et des rayons X sans prendre beaucoup de précautions. C'est seulement au tournant des années 15-20 que des associations de radioprotection pour les médecins se sont créées et pour les manipulateurs du radium. Alors je vais traiter ça en 2 temps. Le premier temps, c'est pour moi l'année charnière, c'est l'année 21. C'est une année, sur tous les plans de la médecine radiologique, radiothérapie et autres, et de la disponibilité du radium qui marque un tournant. Le radium était une matière très chère, jusqu'aux environs de 1910-1911, où les Américains ont mis en exploitation les mines du Colorado et de l'Utah. Le prix a été divisé par 2 entre 1911 et 1920. Il est passé d'environ $200 000 le gramme à $100 000 le gramme. Et Marie Curie n'était pas la dernière à faire la propagande pour le radium. Donc, je pourrais la citer dans un instant. Aux États-Unis, le radium avait une cote extraordinaire, tout le monde se passionnait pour la radiothérapie, et une association de femmes a lancé une souscription et a invité Marie Curie à venir recevoir le produit de cette souscription, c'est-à-dire 1 gramme de radium, ce qui représente $100 000 de l'époque. Marie Curie débarque à New York et fait des déclarations fracassantes. Donc, comme vous pouvez le lire ici, elle déclare, à la descente du bateau, que le radium est un remède sûr, même pour les cas très enracinés, s'ils sont utilisés proprement. Et un peu plus loin, dans la relation qu'en fait le New York Times, elle est confrontée à un contradicteur qui lui dit qu'il y a eu quand même des problèmes avec le radium, ça ne marche pas si bien que ça. Donc elle répète sa phrase, et quand on lui dit qu'il y a quand même un conflit dans l'opinion, enfin une controverse et au sein de la communauté médicale sur l'efficacité des traitements au radium, elle dit, quoi qu'il en soit, il y a eu des traitements positifs. Il y a des traitements positifs quand ils sont correctement appliqués, et ceux qui ont échoué ne comprenaient pas la méthode. Une physicienne, pas une médecin, qui parle. Et c'est le président des États-Unis lui-même, dans une cérémonie qui était d'ailleurs, ça se trouvait, c'était où que ça s'est fait? Je crois que c'était Waldorf Astoria. Lui a remis en main propre le gramme de radium. Bien, fascination pour le radium, donc. Puis, pour Yves Lenoir, cette année 1921 a été marquée par un autre événement qu'il considère comme significatif dans l'appréciation des dangers de l'utilisation du radium 20 ans après sa découverte. À Paris, à l'Académie de médecine, en mai et juin, il y a eu 3 séances consacrées aux dangers du radium. Donc je vous mets l'introduction et la conclusion pour vous montrer l'état d'esprit de la médecine dans ce domaine. Donc à la dernière séance, le rapporteur, le docteur Broca, qui est bien connu, il a une rue à Paris, introduit son rapport. Les dangers bien connus des corps radioactifs et des rayons X ont attiré depuis quelque temps d'une manière spéciale l'attention du grand public et ont provoqué des craintes injustifiées. Et il termine, comme vous pouvez le voir, en disant que si on prend les précautions qu'il faut, ça se passera bien, et puis qu'après tout, les médecins, il faut bien qu'ils s'exposent à des risques, sinon ils ne soigneront jamais personne. Lors de ces séances, le docteur Le Tulle, dont j'ai mis ici une caricature parue dans un journal de son pays natal, a fait une communication qui m'a terrifié, je ne vous le cache pas. On lui a signalé le cas d'une femme qui avait des règles sanglantes. Et à l'époque, on traitait déjà le cancer du col de l'utérus avec des doses assez impressionnantes de radium, de l'ordre de 1 milliard de becquerels. 2 milliards, pardon, de becquerels, 60 mg. Il a donc décidé, sur un utérus indemne de cancer, de voir l'effet du radium. Donc il a introduit une aiguille de radium dans l'utérus de cette femme, et au bout d'un certain nombre de semaines, il a fait l'ablation de l'utérus, pour voir ce que ça avait donné. Et ça a été sa communication, qui a reçu un très bon accueil de ses collègues de l'Académie des sciences. Vous avez donc que ce qu'avait prévu et annoncé Henry Adams se vérifiait.
le droit humain en l'occurrence, était chamboulé par l'attrait qu'il y avait à expérimenter avec le radium. C'était un homme tout à fait honorable, chevalier de la Légion d'honneur, directeur de l'école d'infirmiers. Bien. Je voudrais vous lire la fin de ce rapport-là dont parle Yves Lenoir. Donc c'est en 1921. Voilà. Alors bon, enfin moi je trouve ça terrifiant là, ce qui vient d'être dit. D'abord, on commence avec les craintes qui seraient injustifiées. Hein. On voit les premiers cobayes et on voit, comme le dit Yves Lenoir, que le droit humain est chamboulé. Mais je vais vous lire la déclaration de M. Brocard, rapporteur donc de ce colloque-là. Les dangers réels n'existent plus que pour les manipulateurs de l'émanation et pour les médecins quand ils se livrent à la radioscopie. La société, avec un grand S, ne peut plus se passer ni des uns ni des autres, pas plus qu'elle ne peut se passer de tous les médecins qui s'exposent journellement aux maladies contagieuses. Dans les deux cas, les dangers sont du même ordre de probabilité, mais ils sont courus par des hommes qui les ont acceptés devant la grandeur de la tâche à accomplir et qui savent ce qu'ils ont à faire pour les conjurer. Ce que je trouve important là-dedans, c'est que les dangers sont courus par des hommes qui les ont acceptés. Nous n'avons pas accepté les dangers encourus par l'énergie nucléaire. Bien, dans les années 20 et 30, donc à cette époque, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en fait, parce que là, les choses vont changer avec la possibilité d'utiliser l'énergie atomique pour fabriquer des bombes. Donc, dans les années 20 et 30, on vient de le voir, hein, la radioprotection ne s'applique qu'aux médecins et aux opérateurs du radium. En 1926, il y avait eu le scandale des Radium Girls qui a commencé. On pouvait donc penser, ces femmes qui léchaient leur pinceau pour mettre du radium sur les aiguilles des instruments de mesure et des montres, pour l'aviation, etc. On aurait pu donc penser que la Commission internationale se serait préoccupée des travailleurs du radium. Pas du tout. Ne leur préoccupait que de satisfaire les besoins de protection de ses amis médecins et radiothérapeutes. Donc les premières recommandations ne concernent que l'utilisation par les médecins et les opérateurs du radium pour qu'ils arrêtent de tomber comme des mouches, parce qu'il y avait déjà par exemple eu à l'hôpital de Hambourg, c'est très célèbre, on a des chiffres, il y avait déjà eu 130 médecins qui étaient morts de l'exposition au rayonnement. Donc c'était vraiment quelque chose d'important. Et en 27, Hermann Müller, le généticien, a montré que les radiations étaient mutagènes. Il a montré ça avec des drosophiles. Il s'intéressait aux mutations indépendamment de la radioactivité, mais avec la chaleur, il n'arrivait pas à produire beaucoup de mutations, ce qui rendait difficile ses études sur le plan statistique. Alors il cherchait des moyens plus efficaces. Par hasard, il a cherché si les rayonnements donnaient des résultats, et au miracle, c'était un moyen génial pour obtenir des mutations. Donc il a publié, et il a montré que c'était proportionnel à la dose, quel que soit le débit de dose, à condition qu'il ne soit pas mortel, etc., etc. On ne trouve aucune préoccupation de protection génétique dans les écrits de la CIPR jusqu'après la guerre. C'est seulement Hiroshima et Nagasaki qui ont mis la puce à l'oreille de la radioprotection. Oui. Les effets mutagènes. Alors, ça veut dire en fait que on peut le rayonnement change le génome d'un organisme. Hein, c'est ce qu'on a de plus caractéristique. Hein. Alors c'est Hermann Müller qui a découvert ça en 1927, comme l'a dit Yves Lenoir. Et évidemment, ce monsieur qui a été par la suite prix Nobel de médecine, hein, en 1946 quand même, a été l'objet de critiques très sévères et de pressions qui l'ont obligé à quitter les États-Unis en 1931. Donc on voit comment déjà la censure commence à s'appliquer. Et puis je voulais juste rajouter qu'en 1928, donc, il y a eu la création d'un comité international, le premier comité international de radioprotection contre les rayons et le radium, pour élaborer des règles de protection. C'est le précurseur de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors ça, là on est fin des années 30. En 1945, tout bascule parce que en 1945, on utilise pour la première fois, on fait un essai atomique aux États-Unis
le 16 juillet 1945. Donc on utilise l'énergie de l'atome pour fabriquer une bombe qui s'appliquera très rapidement pour de vrai le 6 août 1945 à Hiroshima et le 9 août 1945 à Nagasaki, provoquant 200 000 morts immédiates. Donc là, effectivement, on ne peut plus ignorer les effets de la radioactivité. Alors, après la guerre, tout change. Parce qu'il y a eu les bombes. Donc, il y a de grandes craintes que la population éprouve de grandes craintes par rapport au développement de l'atome. Donc, on demande aux physiciens déjà de rassurer, avant que la radioprotection se remette en route, parce qu'elle s'était interrompue pendant la guerre. On avait travaillé uniquement avec les normes qui avaient été choisies avant-guerre par les Américains. Alors, je ne peux pas résister à vous lire le compte-rendu d'une communication de Frédéric Joliot à l'Académie de médecine pour la séance de rentrée après-guerre, donc en décembre 1945. Je vous la lis telle que Le Monde l'a reproduite à l'époque. Monsieur Joliot-Curie, on mettait Curie alors que ce n'était pas du tout son état civil, c'était Monsieur Joliot, a offert à l'Académie de médecine, pour sa première séance solennelle après la victoire, une causerie agréablement réconfortante. Comme les grands spécialistes qui savent mieux que les autres apaiser les inquiétudes, et qui étaient hier nombreux de l'autre côté de la barricade, il a montré, science à l'appui, que nous pouvons aborder l'ère atomique avec confiance. Elle s'est ouverte sans doute sur l'éclatement d'une bombe, et cet effroyable engin de guerre ne doit pas compromettre l'avenir de l'énergie nucléaire. L'inquiétude répandue sur le monde par les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki ne peut que créer une émulation dont le bien de l'humanité tirera un large profit. Le plus sûr moyen de courir à la catastrophe serait d'arrêter le développement de la science. Tandis que ce développement nous apportera dans un proche avenir de nouvelles sources d'énergie, des centaines de milliers de ces kilowatts qui, tout le monde en est maintenant convaincu, sont inséparables du bien-être. Le courant électrique produit par la libération de l'énergie nucléaire revient au même prix que s'il était fourni par un moteur à essence. Nous sommes en 1945. Et les sous-produits de la désintégration atomique seront des radioéléments artificiels en quantité importante pour les applications biologiques et médicales, et d'autres peut-être. Là, on peut penser à l'agriculture, qui ont été utilisés. Il est d'ailleurs impossible de prévoir dès maintenant tous les emplois bienfaisants de l'énergie atomique. Le biologiste britannique Julian Huxley proposait l'autre jour à New York le bombardement de la banquise arctique. L'énorme quantité de chaleur dégagée ferait fondre les glaces et le climat de tout l'hémisphère nord s'en trouverait adouci. M. Joliot-Curie pense que d'autres bombes atomiques non moins pacifiques pourraient être utilisées pour modifier les conditions météorologiques, pour créer des nuages, faire pleuvoir. Cela se traduirait par une amélioration du rendement agricole et du rendement hydroélectrique. Que le monde fasse confiance aux physiciens, l'ère atomique commence seulement. Un an plus tard, à New York, a eu lieu une grande réunion très importante parce que le futur directeur général de l'OMS, celui qui allait orienter les travaux des commissions qui allaient mettre sur pied l'OMS, avait lieu à New York, organisé par la William Alanson White Psychiatric Foundation. Et parmi les présents, il y avait vraiment le gratin de la société politique et intellectuelle américaine. Il y avait en particulier Abbé Fortas, qui avait été le juriste envoyé à la conférence de San Francisco pour préparer la création de l'ONU. Donc quelqu'un qui avait vraiment de très hautes compétences dans le droit constitutionnel. Et le secrétaire d'État au commerce, Henry Wallace, a émis la phrase suivante, qui vous donne bien l'esprit de l'époque et comment on envisageait les bienfaits qu'allait apporter l'énergie atomique au monde entier. Je pense que l'un des besoins psychiatriques ou psychiques supérieurs de l'humanité au degré actuel de son évolution est le sentiment d'être aimé, d'être nécessaire, d'être utile. Il se peut que le capitalisme presbytérien nous ait donné ce complexe, mais il est tout à fait certain qu'il nous habite. Nous voulons exercer un travail, et jusqu'au moment où l'énergie atomique aura libéré l'humanité de la malédiction placée sur Adam et Ève, je pense que le plein emploi reste un but intermédiaire assez valable. Donc il annonçait que l'atome allait annihiler la vision théologique de la condition humaine. Et les présents ne l'ont pas contredit. Il y en a simplement certains qui ont dit « ce ne sera pas dans 5 ans », comme il avait dit un peu après, ce sera plutôt dans 20 ans que le problème commencera à se poser. Vous voyez donc que l'histoire des idées là-dedans pèse très lourd.
Parce qu'à l'époque, tout le monde était convaincu qu'on entrait dans un âge qui était fait pour durer. Quand on parle de l'âge de l'énergie atomique, c'est que l'énergie atomique allait remplacer toutes les autres sources d'énergie. C'était bien ce qui était dans l'idée à l'époque. Et il faut raisonner quant aux événements qui se sont produits ultérieurement, ou les décisions qui ont été prises, en fonction de l'état d'esprit des décideurs de l'époque. Sinon, on fait le péché, le pire en histoire, qui est le péché d'anachronisme. Je retiens plein de choses de cette intervention. Après l'explosion des bombes atomiques, les physiciens doivent rassurer l'opinion publique. On doit aborder l'ère atomique avec confiance. L'explosion des bombes atomiques, donc les 200 000 morts, on verra que c'est plutôt 600 000 au bout du compte, doit créer une émulation. La catastrophe serait d'arrêter l'avancée de la science, etc., 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 etc. Donc après la fascination pour le radium, on a la fascination pour l'énergie atomique, même fascination qui continue à ce jour. Il n'y a qu'à écouter les discours de M. Fillon et de M. Juppé. Même fascination, mêmes erreurs. Donc, pour entrer dans cet âge atomique, qui est merveilleux, qui est quasi miraculeux, qui est sans défaut, il faut promettre aux populations qu'elles seront protégées de façon impeccable, entre guillemets, parfaite, contre les dangers de la radioactivité. Donc, c'est en 1950, donc 5 ans après l'explosion des bombes atomiques, Hiroshima et Nagasaki, qu'est décidée la création de la CIPR, dont Yves Lenoir a déjà parlé là. La CIPR, c'est la Commission internationale de protection radiologique, pour prendre la suite donc du comité qui a été créé en 1928. C'est une commission internationale qui coopte ses membres. Voilà. Et on va voir quelles sont les règles de fonctionnement de cette commission. Donc la première condition pour que l'opinion publique ne soit pas alertée sur les dangers des radiations, c'est que les débats concernant les limites de dose soient confidentiels. Donc la CIPR n'a jamais fait publicité des débats internes dans ces époques où les choses se sont fixées. Ensuite, dans ces publications, et ça a été repris par le Comité des Nations Unies sur la science des radiations, le NSCR, on ne publie pas les avis minoritaires. Donc les rapports de ces institutions sont des rapports où apparaît un avis majoritaire et impossibilité pour le lecteur de savoir s'il y a eu des avis contradictoires et des arguments qui s'opposaient à l'opinion majoritaire dominante. Ensuite, beaucoup plus habile, ça datait déjà d'avant-guerre, ils ont réitéré l'irresponsabilité de la Commission quant à l'usage de ces recommandations par les pouvoirs publics. Ce qui veut dire que la Commission, qui est une institution caritative de droit britannique totalement indépendante et qui coopte ses membres, émet des recommandations, comme elle s'est trouvée affiliée à l'OMS un peu plus tard, qui ont une portée mondiale, grâce à l'OMS, et elle ne se sent absolument pas responsable, redevable de ce que les pouvoirs publics en feront. Par ailleurs, comme elle coopte ses membres et contrôle les comités techniques qu'elle a créés pour traiter les différents aspects de la radioprotection, eh bien, on a un système totalement fermé qui a une reproduction endogène et donc un patrimoine génétique qui peut résister à n'importe quelle perturbation externe, en particulier les retombées radioactives. Donc la grande controverse sur les retombées radioactives dans les années 50 et les accidents. Et on verra même que ces institutions, au sein de l'ONU, en sont sorties renforcées. Et puis il y a une exigence de qualité qui s'est un peu perdue maintenant, comme on pourra en parler à la fin, c'est qu'on ne recrute que les meilleurs dans tous les domaines qu'on aborde, c'est-à-dire la biophysique, la biochimie, la génétique, la physiologie, etc., etc. La radiothérapie, enfin, toutes ces choses-là, on ne recrute que les meilleurs, et on s'arrange pour que parmi ceux-là, on prenne ceux qui sont d'accord avec les idées qu'on défend. Alors à l'époque, n'oubliez pas que nous sommes au début des années 50.
Voilà, hein, donc les décisions, les recommandations qui concernent notre santé, hein, notre vie et notre mort, parce qu'il s'agit bien de ça. Les débats sont confidentiels, et puis surtout les gens qui recommandent les normes ne sont pas responsables. Alors j'ai bien envie de jouer un peu avec les mots et de dire qu'ils sont irresponsables, mais en tout cas ils ne sont pas responsables. Voilà. On va avancer dans l'histoire. En 1957, il y a eu l'accident de Windscale. Alors ça, c'était pas prévu dans le tableau de la perfection de l'énergie atomique. Là, les gens qui sont chargés de radioproduction se sont rendus compte qu'en fait, un accident dans une centrale, ça pouvait arriver. Il y a eu un incendie, un réacteur a pris feu. Il y a eu des retombées radioactives massives sur l'Angleterre. La population n'a pas été évacuée. Et le dossier sur les retombées radioactives a été classé confidentiel pendant 30 ans. Aucune évaluation sanitaire n'a été effectuée. On va écouter le passage suivant. Je suis un peu perdue dans la chronologie, mais là on est en 1957 avec l'accident de Windscale. Mais on est dans ces années-là, hein, voilà, où l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, a été créée, où on a créé les instances internationales qui sont censées nous protéger. On va voir de quoi il s'agit, je ne sais plus. Le premier directeur général de l'OMS, Brock Chisholm, héros de la Grande Guerre, chef de l'action psychologique aux armées du Canada pendant la guerre, et qui avait créé la Fondation mondiale de la santé mentale au moment où il prenait son poste de directeur général de l'OMS pour attirer les meilleurs autour de lui dans cette fédération qu'il a dirigée après son départ en 1953 de l'OMS. Brock Chisholm interpelle le directeur général, son successeur de l'OMS, le Dr Kandao, pour lui dire écoutez, et on a les textes bien entendu, je vois que les problèmes de l'énergie atomique, du développement de l'énergie atomique se posent sur le plan de la santé mentale. Il est temps de réagir parce que vous êtes en train de préparer, on vous a demandé de préparer, de faciliter l'ouverture de la route de l'Agence pour l'énergie atomique qui va être fondée incessamment, et il faudrait donc traiter le problème de la santé mentale. Donc il a créé un groupe d'études où vous avez Austin Bruce, dont j'ai déjà parlé, Layton, qui était lui un chef de la propagande militaire en Grande-Bretagne, Peter Ritchie Calder, Baron of Baumgartner, qui était lui chef de l'action psychologique anglaise au War Office pendant la guerre, Toubiana et quelques autres. Toubiana qui est bien connu, Maurice Toubiana, un fanatique du développement de l'énergie atomique et de l'usage des rayonnements, il est suffisamment connu pour qu'on ne le présente pas. Et ils ont donc concocté un rapport dont ils ont mis la touche finale, de mettre la touche finale juste après l'accident de Windscale. Donc ils étaient pris à contre-pied par quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu, pas du tout. Et donc, ils ont dû retarder la publication de ce rapport qui n'a été prêt qu'en mai 58. Alors, dans mon livre, je décris la genèse de ce rapport et les contradictions internes qui sont liées au fait qu'ils ont bâclé en fait l'analyse de ce que signifiait un accident de centrale par rapport au problème qu'eux se posaient, qui était en fait de dire que les centrales ne sont pas dangereuses et que le public a tort de s'alarmer. Et ils donnaient des conseils aux dirigeants, en particulier celui-ci que je tiens à rappeler. Si vous mettez les centrales trop loin des villes, les gens vont croire qu'elles sont dangereuses et donc vous allez nuire au développement de l'énergie atomique. Donc n'hésitez pas à les mettre près des villes. Eh bien, Pierre Pellerin, devant le groupe interministériel des déchets radioactifs auxquels je participais en 1974, a eu exactement la même phrase pour mettre les représentants des différents ministères qui étaient là et des différentes administrations. Il y avait le CEA, il y avait EDF, il y avait la protection civile, il y avait l'industrie, il y avait vraiment à peu près tout le monde. Il a dit textuellement si vous prenez trop de précautions, vous allez nuire au développement d'une énergie nucléaire qui est bonne et favoriser le charbon et le pétrole qui sont mauvais. Et il est poursuivi en disant d'ailleurs, le vrai problème, et le seul qu'on ait en santé publique, c'est le tabac. Pierre Pellerin.
chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants, placé sous la tutelle du ministère de la Santé. C'est donc bien une culture qui perdure depuis le début. A priori, c'est bon. Que ce soit le rayon X, le radium, maintenant l'énergie atomique. Et quand il y a des grands soubresauts, alors il faut adapter la doctrine pour que ces idées perdurent et que le développement de l'énergie atomique soit préservé. Il faut adapter la doctrine. Oui, ça c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Adapter la doctrine, adapter les normes. Voilà. On est dans une histoire de fou là. Quand on vous explique qu'il faut mettre les réacteurs nucléaires près des villes, comme ça les gens penseront que c'est sans danger, on marche sur la tête. Mais ça, c'est les gens qui font partie du ministère de la Santé, l'Organisation mondiale de la santé, c'est la même chose. Voilà. Et je crois que c'est sur ce dernier extrait qu'on entend, parce qu'au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, quand même, il y a des accidents, il y a Windscale, ça a l'air un peu dangereux, cette affaire. On ne peut pas rester avec des normes et des critères fixes. Des limites absolues et il faut optimiser tout ça. Alors on va écouter ce que ça veut dire, le principe d'optimisation, c'est tout à fait terrifiant dans la protection contre les rayonnements. Mais tout cela ne permettait pas de préciser des chiffres en cas de problème. Or, c'est un problème économique. La protection coûte cher et les instruments coûtent aussi, mais plus tard. Et c'est là que Henri Jamet et l'équipe autour de lui dans le comité 4 qu'il présidait depuis 1962, depuis sa création, a eu l'idée de demander à des mathématiciens américains d'appliquer le principe d'optimisation en économie à la radioprotection. C'est cette fameuse courbe que d'ailleurs Jamet lui-même nous a présentée lors du groupe interministériel en 1974 pour nous expliquer ce que c'était que la radioprotection. La radioprotection, c'est de chercher, dans quelques circonstances que ce soit, l'optimum d'exposition qui fait qu'au-delà, ça coûte trop cher de protéger et en deçà, ça coûte trop cher de soigner. C'est donc le minimum. C'est la somme des détriments et des coûts pour obtenir un certain résultat. Alors l'avantage de cette méthode, c'est pas du tout sa mise en application qui est extrêmement compliquée, c'est le fait qu'en sort finalement, si on arrive à mener les calculs, un chiffre qui est un chiffre en gros directeur, qui est applicable dans toutes les circonstances, en particulier après Tchernobyl, après Fukushima. Alors, personnellement, moi j'ai compris après Tchernobyl, quand j'ai vu comment la radioprotection adaptait ses valeurs limites aux circonstances dans lesquelles les gens devaient vivre, la situation dans laquelle ils devaient vivre, l'environnement idéologique, qu'en fait, la radioprotection était prête à n'importe quoi pour, comme je l'ai écrit, l'humanité ne soit jamais sevrée des bienfaits de l'âge atomique. Je ne vous rappelle pas l'histoire, ce n'est pas vraiment nécessaire. Simplement, ce qu'il faut saisir, c'est que la CIPR n'était pas seule dans cette histoire. En 86-87, à l'ONU, à l'OMS, à l'UNSCER, à la CIPR et dans les agences nucléaires, on s'est rendu compte qu'on n'était absolument pas prêt à faire face aux conséquences radiologiques d'un accident tel que Tchernobyl. Les niveaux de contamination dans l'environnement étaient équivalents à ceux d'une guerre atomique tactique. Vous aviez l'équivalent de 300-400 retombées de bombes atomiques qui avaient irradié, qui s'étaient déposées sur des centaines, des dizaines, voire des centaines de milliers de kilomètres carrés, et en particulier dans la zone où ils étaient très forts, donc au Bélarus, dans le nord de l'Ukraine ou dans l'ouest, sud-ouest de la Russie fédérative. Et en 87, l'OMS a donc décidé qu'il fallait se préparer à d'autres calamités de cette nature. Et donc elle a créé le réseau mondial REMPAN, qui est un réseau de préparation internationale d'équipes qui apprennent à ce qu'il faut faire, comment elles devront intervenir en cas de récidive du genre, d'accident du genre Tchernobyl. Et pour que les choses soient claires, il faut définir ce qu'on appelle les niveaux d'intervention. C'est-à-dire que quand il y a un accident, on va mesurer la radioactivité
Et en deçà d'une certaine radioactivité, compte tenu des circonstances, on maintient les gens, et au-delà, on les évacue. Alors, après Tchernobyl, quand la population a compris qu'elle était très exposée, c'était en 1989, quand les cartes ont été publiées, la CIPR et le gouvernement soviétique se sont mis d'accord pour imposer la règle des 350 millisieverts par vie, c'est-à-dire en gros 5 millisieverts par an, c'est-à-dire 5 fois la limite de recommandation, entre guillemets, normale des recommandations de la CIPR pour la population. Et les gens n'étaient pas d'accord. La population s'est rebiffée, j'ai vécu ça en direct à l'époque, et l'OMS a été obligée d'envoyer une équipe d'experts qui était formée du président de la CIPR et de Pierre Pellerin pour faire comprendre aux gens qu'il n'y avait pas de problème. Vivre dans cet environnement était la solution. Et dans un débat public dont les termes ont été rapportés par le journal Sovetskaya Belorussia en juillet 87, Pierre Pellerin a dit « On m'aurait demandé mon avis, j'aurais conseillé 3 fois plus, c'est-à-dire en gros 1 sievert par vie. » Eh bien, le 1 sievert par vie est la limite d'intervention adoptée dans le rapport final de Rempan, présenté en 1995 à Hiroshima. Donc, l'OMS a finalement triplé le niveau d'intervention qui avait été retenu pour Tchernobyl en cas de futur accident atomique. Or, si vous faites le calcul pour une vie, 1 sievert pour une vie, c'est environ 15 millisieverts par an. Et compte tenu de la décroissance radioactive, ça veut dire que la première année, vous pouvez mettre plus les premières années. Eh bien, c'est justement ce qui a été adopté au Japon. Les rapatriements dans les zones contaminées ou bien les évacuations ont été définis avec le seuil de 20 millisieverts par an. Donc il ne faut pas croire que ce chiffre vient de quelques fous au Japon ou d'un gouvernement inconscient. C'est le chiffre qui dérive des niveaux d'intervention conseillés par l'OMS en 1995. Alors on va revenir au début, je voudrais réexpliquer un petit peu cette histoire de millisievert là. On a dit que le sievert c'était la dose, enfin l'effet, la mesure de l'effet des rayonnements sur l'organisme vivant. Hein. Donc pour rappel, on est à 1 millisievert par an comme dose dite acceptable. Bon, nous on n'est pas d'accord, on dit que toute dose a un effet sanitaire. Mais bref, on est à 1 millisievert par an. Après Tchernobyl, on a décidé... ils ont décidé 5 millisieverts par an. Hein. Et le professeur Pellerin, vous vous souvenez, celui qui avait dit que le nuage n'était pas passé par la France, le nuage de Tchernobyl, a recommandé qu'on multiplie cette dose par 3. Donc ça fait 350 par 3. Et c'est exactement en 1995, donc ce que nous explique Yves Lenoir, ce qui a été appliqué à Fukushima, 20 millisieverts par an. 20 millisieverts par an pour que les gens... ne soient pas évacués, retournent chez eux et continuent à vivre en territoire contaminé. Et je reviens à ce que j'ai dit au début, que ce soit un nourrisson ou un rugbyman. Je crois qu'on a vu là, c'était peut-être un peu long, un peu compliqué, enfin j'espère pas, que... Au cours de l'histoire de la radioactivité et de la protection contre cette radioactivité, il y a eu des fluctuations, des changements, le tout dans la confidentialité, censuré, avec utilisation des cobayes. En fait, la conclusion moi que je voudrais donner à tout ça, c'est que quand ils ne peuvent plus ignorer les dangers de la radioactivité, au lieu d'enlever la source du danger, ce qui serait aujourd'hui d'arrêter les réacteurs nucléaires, par exemple, ils adaptent les normes pour les rendre acceptables à la population. C'est-à-dire que d'un danger mesurable scientifiquement, réellement, on passe à des normes subjectives, fluctuantes, pour qu'elles deviennent économiquement et socialement tolérables. Alors socialement, ça veut dire pas de peur irraisonnée, pas d'insurrection, pas de chaos, de l'ordre. On est typiquement devant une espèce de course effrénée des scientifiques et de tout ce monde qui est censé nous protéger de la radioactivité. Une course effrénée pour tenter de faire face à ce qui leur échappe et qu'ils ne savent pas maîtriser. Voilà, l'histoire nous dit tout.
Faut se méfier de la création par l'homme de notions, de concepts, de choses qui les dépassent. Voilà, c'est passionnant et terrifiant. Donc, vous retrouverez la vidéo complète de l'intervention d'Yves Lenoir, auteur de la Comédie atomique, qui est parue cette année aux éditions. Je vais le retrouver. Non, je ne vais pas le retrouver. La Comédie atomique. La Comédie atomique. Yves Lenoir, vous trouverez ça sur votre moteur de recherche favori. Donc vous retrouverez cette vidéo complète, ça dure 1 heure, c'est passionnant, sur l'histoire de la radioprotection, sur la chaîne YouTube du collectif Antinucléaire 13. On va dire merci à Sidi à la technique, et puis merci à Radio Galère de nous permettre de parler de toutes ces horreurs, et puis à bientôt, à dans 15 jours. Merci à tous, bonne continuation.